Peut-il y avoir amitié sans désir? Avec cette question signe également le grand retour de la chaîne de philosophie. Retour de la chaîne qui, dans les semaines qui vont venir, va trouver beaucoup de changements, puisque j'ai quand même beaucoup d'idées à mettre en œuvre, et pas forcément sur le seul format traditionnel de cours, mais peut-être d'autres choses, des tentatives aussi de créer du contenu. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez, et vous verrez peut-être des petites surprises qui pourront, j'espère, vous intéresser. And for my English speaking viewers, I'm gonna do some subtitles in my next video, so if you want to follow me and understand what I'm talking about, you may enjoy this. Alors, peut-il y avoir amitié sans désir? Cette question peut paraître à la fois complètement contre-intuitive et troublante. Question contre-intuitive parce que, de manière courante, traditionnelle, il semble bien que nous fassions une distinction claire et nette, une bonne démarcation entre ce qui relève d'un côté de l'amitié et de l'autre de l'amour. Seulement, le but de cette vidéo, qui prendra la forme d'une dissertation, consistera à vous montrer que dès lors qu'on regarde d'un peu plus près les concepts, qu'on les analyse, on va trouver, vous allez le voir, beaucoup de points communs un petit peu troublants, on va dire, entre amitié et amour, troublants et qui peuvent bien peut-être nous mener à parfois les confondre. C'est une question difficile parce qu'on aura du mal à concevoir l'amitié comme seulement une relation de surface, puisqu'il y a différents degrés d'amitié entre les relations purement sociales, conventionnelles avec les autres, mais peut-être aussi des amitiés qui sont plus intimes, plus complices, et dont justement la proximité va peut-être à certains moments, dans certaines périodes, peut-être frôler, flirter avec justement ce qui relève de l'amour. Seulement, si nous déclarons que l'amitié peut potentiellement devenir de l'amour, puisque ça voudrait dire qu'à l'origine de toute amitié, donc de cette forme de relation sociale avec autrui, il y aurait d'une part une origine ambiguë dans notre relation avec l'autre, et d'autre part un devenir incertain dans cette relation avec l'autre, puisque potentiellement cette forme d'amitié pourrait devenir à terme de l'amour. Autrement dit, est-ce qu'il est possible de maintenir une différence de nature, et non pas une différence de degré, entre l'amitié et l'amour? Par exemple, lorsque nous disons « je t'aime » ou « tu me manques » à quelqu'un, nous pouvons aussi bien le faire pour un ami qui nous est proche que pour notre amoureux ou notre amoureuse, notre amant, notre amante. Est-ce que ces expressions sont pourvues de la même valeur, de la même signification, dès lors que nous nous adressons à un ami ou à un amant? On semble capable instinctivement de faire, comme je le disais, la différence entre les deux, où l'amitié relèverait davantage de ce qui serait de l'ordre de du besoin social, de la sociabilité, alors que l'amour, lui, serait davantage de l'ordre de la sensualité, de l'érotisme et du désir. L'amitié et l'amour ont différentes caractéristiques en partage. On peut dire que dans l'amitié, il y a une dimension d'intimité, une dimension de complicité, et voire pourquoi pas, s'agissant de nos meilleurs amis, une dimension d'exclusivité. Intimité, complicité, exclusivité sont des qualités qu'on donnerait volontiers également à la question de l'amour. On pourrait dire que l'amitié est une relation affective, intime, sociale, avec autrui. S'agissant du désir, nous pouvons lui donner différentes caractéristiques, différentes définitions qui ne s'excluent pas. De manière traditionnelle et assez juste, nous définissons le désir comme le manque. Désirer une chose, c'est ne pas l'avoir en sa possession, c'est chercher à l'obtenir, à satisfaire ce désir-là, et donc par principe, un désir se base sur le manque. Mais le désir correspond également à une impulsion, à un moteur. C'est parce que je désire une chose que je vais vouloir l'obtenir. Autrement dit, grâce au désir, qui n'est pas seulement que du manque, nous avons aussi des appels, des injonctions à la décision, à l'action. Et enfin, alors même qu'il nous faut impérativement établir une distinction entre les deux, on pourrait rapprocher le désir de son proche parent qui est le besoin. Or, avoir besoin d'une chose, c'est au fond ne pas pouvoir s'en passer. Or, si on s'arrête un instant sur cette dimension-là du besoin, on pourrait relire le sujet et y comprendre le fait que l'amitié, donc cette relation intime, sociale avec autrui, relèverait d'un besoin fondamental. Traduction, nous ne pouvons pas vivre sans amis. Si nous supposons qu'il n'existe pas une différence de nature, mais une différence de degré entre amitié et amour, cela va forcément nous amener à brouiller, au moins méthodologiquement, toute démarcation claire qui séparerait amour et amitié. La problématique sur laquelle nous allons nous arrêter pour traiter ce sujet est la suivante. Nos relations plus ou moins intimes avec autrui, donc nos amitiés dans toutes leurs différences, relèvent-elles seulement d'un besoin social, de s'associer avec son semblable, ou peut-être doivent-elles être comprises seulement
dans une différence de degré avec le désir amoureux. Pour commencer cette dissertation, commençons avec Épicure, qui est un philosophe grec, pour essayer de démarquer clairement amitié et amour. La perspective qu'Épicure adopte et que nous allons suivre, c'est celle du bonheur. Or, pour Épicure, le bonheur relève fondamentalement de cette tentative pour nous d'atteindre l'ataraxie. Or, l'ataraxie, telle qu'on peut la définir, consiste dans l'absence de troubles de l'âme. Autrement dit, il est inenvisageable pour Épicure d'espérer être heureux si nous sommes sans cesse angoissés et tourmentés par nos désirs. Dès lors, celui-ci s'applique à distinguer différentes formes de désirs pour voir ceux qui seraient essentiels, ceux qu'on pourrait limiter et ceux qu'il nous faudrait absolument proscrire. Dans cette perspective, on peut trouver une différence radicale entre ce qui relève de l'amour et ce qui relève de l'amitié. En effet, si pour être heureux, il nous faut atteindre le plus possible une sérénité, il est fort à parier que l'amour, en ce sens-là, peut être un obstacle fondamental au bonheur. En quel sens? Puisque si à l'amour, nous associons tout ce qui relève de la passion, par principe, est une chose qui nous trouble. Elle trouble autant le corps, qui va du coup être happé par le désir sexuel par exemple, aussi bien qu'elle trouble l'esprit. En effet, dans le cas de la passion et de l'amour, on constate souvent que des relations sont parfois explosives ou nuisibles, toxiques, dans la mesure où, par exemple, la jalousie rentre en compte. La jalousie, en effet, est un exemple de passion qui peut l'emporter sur tout le reste, nous dévorer, nous troubler, et par là nous empêcher d'être heureux, puisque nous serons, au fond, constamment inquiets. À ce titre, on peut penser dans la littérature à l'exemple de Un amour de Swann de Marcel Proust, où dans ce livre, Swann tombe amoureux d'Odette, lors d'une soirée mondaine, et tout le livre consiste au fond dans cette passion dévorante de la jalousie qui va accaparer l'esprit de Swann, Swann qui par ailleurs est un esprit curieux, brillant, qui aime beaucoup l'art, et on constate que son esprit est tout entier accaparé par ce désir de savoir si Odette le trompe ou non. Donc dans cette perspective, si l'amour, au fond, relève de cette tempête tumultueuse qui peut troubler notre corps comme de notre esprit, il semble, au fond, assez incompatible avec l'idéal du bonheur tel que le définit Épicure. Et c'est dans cette perspective que l'amitié intervient dans un autre registre. En effet, pour Épicure, l'amitié, donc cette association avec autrui, mon semblable, relève de ce qu'il appelle un désir naturel nécessaire. Autrement dit, selon Épicure, de même que le fait de boire, de manger et de dormir, le fait de m'associer avec mes semblables correspond à un besoin fondamental de ma nature. Mais si le sage, dans sa tentative d'être heureux, doit se refuser à des amours trop violentes, trop tumultueuses, trop passionnelles, pour autant, il espère trouver dans l'amitié une sérénité, un calme, qui seront beaucoup plus propices, précisément, à l'atteinte du bonheur. Dans cette perspective, nous pouvons donc au moins poser deux choses. La première, c'est que, pour Épicure, il y a bien un lien direct, intime, entre amitié et désir. En effet, puisque l'amitié relève non seulement d'un désir, donc d'une volonté, d'une aspiration, mais plus encore d'un besoin de m'associer avec mon semblable pour espérer me compléter. Seulement, ce désir-là est à distinguer radicalement du désir érotique, passionnel, qui serait lui davantage le propre de l'amour. On peut distinguer ces deux formes de désir avec deux termes grecs qui sont d'un côté l'éros et de l'autre la philia. Là où la philia relève justement de nos relations sociales pacifiques, pacifiées avec autrui, l'éros, lui, relève davantage de cette aspiration passionnelle, de cette volonté de m'unir avec mon semblable. Seulement, et ce sera notre transition, on pourrait objecter à Épicure qu'il a peut-être une vision bien marquée, ou voire peut-être bien naïve, de l'amitié. Qui n'a jamais constaté des amitiés tumultueuses, avec beaucoup de problèmes, d'embrouilles, et qui mènent parfois à des crises de nerfs, des crises de larmes. Et dans cette perspective, bien malin celui qui pourra réellement dire que ces crises de nerfs qui relèvent de l'amitié sont radicalement différentes des crises de jalousie de l'amour. Autrement dit, nous sommes amenés au fond à peut-être distinguer de manière plus précise différents types d'amitié. Si certes, avec Épicure, on a pu comprendre la question d'une amitié pacifique, sereine avec son semblable,
peut-être devons-nous être amenés à distinguer au sein d'elle ce qu'on pourrait appeler l'amitié dramatique. Dramatique au sens où le drama constitue bien souvent le fil un petit peu d'une relation sociale, avec des crises, de la jalousie, de la colère, des reproches, et toute forme de relation sociale, selon moi, peut être liée à ces formes de drama. Donc, dans un second temps, au vu de certaines qualités qui semblent être aussi bien liées à l'amour qu'à l'amitié, je parle notamment des fameuses amitiés dramatiques, nous sommes tentés, au fond, de défendre l'idée selon laquelle, cette fois, il n'y aurait qu'une différence de degré entre amour et amitié. Pour ce faire, nous allons parler de Freud, et avec Freud, nous allons pouvoir peut-être, enfin, ensemble, décrypter et comprendre les mystères de la friendzone. Le texte de Freud est un petit texte qui s'appelle « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse ». La thèse de Freud est au fond assez simple. Selon lui, deux courants psychiques traversent notre esprit s'agissant de la libido et donc de la sexualité par rapport à autrui. Il y a ce qu'il appelle d'un côté un courant tendre et de l'autre un courant sensuel. Le courant tendre revient au fond à comprendre toutes les attentions qui sont faites à l'enfant dès son plus jeune âge de la part de la structure familiale. Et cette tendresse, ce soin qui est prodigué à l'enfant ne sera pas dépourvu dans sa réaction d'investissement libidinal et donc de sexualité. Et c'est pour ça aussi que Freud peut parler par ailleurs de complexe d'Oedipe et donc de projection sexuelle de l'enfant sur ses parents. Si le courant tendre est le premier qui se développe dans notre histoire personnelle, vient ensuite, dans un second temps, ce qu'il appelle le courant sensuel, qui lui prend naissance réellement lors de la puberté. Avec le courant sensuel, on est davantage dans un investissement sexuel qui sera dénué de tendresse et qui se portera sur des objets d'amour, sur des personnes qui seront détachées, indépendantes de la structure familiale. Que pouvons-nous faire avec cette fameuse distinction entre tendresse et sensualité? De manière assez simplifiée, on pourrait dire que les relations purement amicales relèveraient quasi exclusivement du courant tendre, où au fond nous retrouverions avec nos amis le même soin, la même attention qu'on pouvait trouver de la part de nos familles. De l'autre côté, on pourrait dire que l'amour, les relations sexuelles, relèveraient, elles, davantage du courant sensuel, et donc de l'expression et de l'extériorisation de notre libido par rapport à des personnes. Seulement, nous pouvons appliquer peut-être cette fameuse différence entre deux courants à l'exemple de la friendzone. Qu'est-ce que la friendzone? La friendzone, je pense que vous le savez, c'est quand deux amis sont dans une relation dite asymétrique, puisque l'un va secrètement être amoureux de l'autre. Dans cette perspective, nous pourrions dire que l'ami secrètement amoureux de l'autre serait, lui, davantage dans un courant et une tendance sensuelle, d'accord? Où il a réellement un investissement libidinal de son côté. De l'autre côté, celui qui se refuse à voir ou à comprendre l'attirance de l'autre envers lui-même serait lui davantage dans la prédominance de la tendresse. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si dans le cas de la friendzone, bien souvent, il y a une identification de la part de celui qui n'aime pas son ami à un membre de sa famille. Tu es comme un petit frère, une petite sœur, un grand frère, une grande sœur. Et dire ça, ce n'est pas anodin, dans la mesure où cela pourrait vouloir signifier qu'il y a une relation de tendresse qui va lier les deux amis, et qui va au fond se référer à l'enfance, et non pas à la sensualité, à la sexualité. Seulement pour Freud, la distinction entre les deux courants n'est pas si simple que ça. Si l'impuissance, par exemple, relève au fond d'un décrochage entre les deux courants, cela signifie que, peut-être, ou en tout cas c'est une hypothèse, il n'y a jamais que de relations tendres, ni que de relations sensuelles. Si les deux sont toujours mêlés dans notre psyché, dans notre esprit, cela signifie qu'il peut y avoir des bouleversements, des basculements, et donc des modifications de notre rapport affectif avec notre semblable. C'est en tout cas ainsi qu'on pourrait comprendre ce fameux basculement de l'amitié vers l'amour. Un basculement qui, sur la base de ce qu'on a pu voir, si on a réellement un accent qui est mis sur la tendresse, il peut y avoir un basculement où, d'un point de vue psychanalytique, on pourrait peut-être enfin accepter de transgresser le tabou de l'inceste pour Freud, mais au fond le tabou plus général de
Cesser de voir quelqu'un comme une sorte de pseudo-membre de sa famille pour accepter une attirance qui était jusqu'ici refoulée. À ce titre, on peut penser en termes d'exemples et de références culturelles et cinématographiques au fameux Quand Harry rencontre Sally. Et c'est un film qui tout entier parle justement de la différence peut-être illusoire, fictive, entre amitié et amour, et qui suit précisément les rencontres à travers le temps entre Harry et Sally, et qui à chaque fois se rencontrent dans des circonstances où ce n'est jamais le bon moment. Évidemment, je vous laisse regarder le film pour savoir ce qui va en être de la relation entre Harry et Sally. De manière symétrique, d'ailleurs, avant de passer au dernier point de notre propos, on pourrait considérer à l'inverse de la friendzone le cas des sex friends comme précisément la prédominance donnée au courant sensuel, érotique, par rapport au courant tendre. Ce qui fait que là où l'amitié et même la friendzone se basent sur une volonté de prendre soin de l'autre, on pourrait dire que dans le cas des sex friends, on aurait moins l'attention portée sur le soin, le fait que l'autre se sente bien, et davantage seulement sur la satisfaction du désir sexuel. Donc dans les deux cas, cette distinction entre courant tendre et courant sensuel permet de comprendre des amitiés ambiguës qui basculent parfois de l'amitié à l'amour, qui parfois se privent de sexualité, parfois commencent par la sexualité, en tout cas sur une organisation complexe et peut-être toujours singulière entre tendresse et sensualité. Cependant, et ce sera notre objection par rapport à cette thèse de Freud, nous pouvons prendre peut-être un peu plus de hauteur par rapport à la situation. Que révèle au fond ce besoin, qu'il soit tendre ou sensuel, de s'associer avec autrui? Que recherchons-nous réellement? Quel est le désir fondamental à l'origine de notre association avec autrui, qu'il s'agisse de l'amour ou de l'amitié? Pour cela, nous allons conclure avec deux auteurs qui ont le mérite d'avoir réellement réfléchi sur la question de l'amitié, qui sont d'un côté Aristote, un philosophe grec, et de l'autre Montaigne, qui est un philosophe et un écrivain français du XVIe siècle. Avec Aristote, nous sommes amenés à comprendre l'ami comme étant notre alter ego. Chercher un ami, c'est chercher au fond un autre moi-même, un semblable auprès de qui je pourrais m'identifier. On se rend compte que chercher un autre moi-même, un semblable, signifie surtout, quelque part, chercher une complétude, à se compléter, à s'accomplir avec autrui. Pour Aristote, nous avons besoin de l'autre comme d'un miroir pour apprendre à nous connaître en même temps que nous pouvons nous réjouir du bonheur d'autrui. Aristote mobilise un exemple qui est très clair, très simple, en même temps très efficace, dans le rapport entre autrui et la connaissance que je peux avoir de moi-même, c'est que si je ne me base que sur la perception que j'aurai de moi, il est fort possible que j'adresserai à autrui des reproches sur des choses que je peux moi-même faire. Cela signifie que, encore une fois, l'amitié relève d'un désir particulier, qui est un besoin fondamental. Or, ce besoin fondamental, ici, c'est celui de permettre de se connaître. Permettre de se connaître, permettre de comprendre ce qui peut nous rendre heureux, et cette relation avec autrui sera symétrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un égoïsme pur de la part d'Aristote, où l'ami ne serait qu'un instrument, un moyen, au service de mon bonheur, et de la connaissance que j'aurai de moi-même. Bien au contraire, il y a une relation de réciprocité. Au fond, les amis forment entre eux une communauté où il s'agit à chaque fois de se réjouir du bonheur des autres et en même temps de permettre de comprendre en regardant les autres ce qui nous-mêmes nous rend heureux. Dans tous les cas, et c'est là où je vais pouvoir parler de Montaigne, cette recherche de l'autre moi-même, du semblable auprès de qui je pourrais me compléter, permet au fond de mobiliser tout un vocabulaire et toute une palette d'émotions qui peut forcément bien troubler cette fameuse différence entre amitié et amour. Pense à Montaigne, notamment dans l'amitié qu'il a pu avoir avec Étienne de la Boétie, et qui a donné lieu dans les essais de Montaigne au chapitre 28 du premier livre, à ce que j'estimais être sans aucun doute une des plus belles déclarations d'amitié entre deux personnes. Seulement, si on s'attarde sur le propos que Montaigne tient sur la Boétie, suite à la mort de ce dernier, on aurait bien du mal quand même, sans le contexte, à distinguer ou à comprendre si réellement on parle d'amitié ou d'amour. Tellement les mots employés sont puissants, tellement la relation décrite est intense, l'amitié entre les deux hommes relève au fond d'une forme de coup de foudre, d'une forme d'événement du destin contre lesquels on ne peut rien faire, qui permet au fond de donner à ce coup de foudre, cette rencontre entre deux êtres, cette dimension à la fois d'évidence
et de nécessité. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Il y a, au-delà de tout mon discours et de ce que je puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Et d'ailleurs, une chose qui est magnifique dans cette amitié entre Montaigne et la Boétie, c'est que, suite à la mort de la Boétie, Montaigne, dévasté, en vient à dire que voilà, le sentiment d'être complice avec la Boétie le faisait sentir, au fond, être deux par rapport à la vie. Mais maintenant que son ami a disparu, on passait d'un rapport de 2 à 1,5. C'est-à-dire qu'après la disparition de son ami, au fond, Montaigne ne se sentait plus que la moitié de lui-même par rapport à l'existence. Que pouvons-nous retenir au fond de tout cela? Évidemment, et ce n'était pas du tout l'objectif de ce propos, je ne peux pas vous donner une réponse claire sur la différence fondamentale entre amitié et amour. L'amitié comme l'amour peuvent relever d'un même vocabulaire, d'une même intention, qui n'est pas forcément celle de l'ordre de la sexualité, mais plutôt celle de l'accomplissement mutuel. Autrement dit, considérer l'amitié comme relevant d'un besoin au même titre que l'amour, c'est dire au fond que l'objectif de l'amitié, c'est de trouver un semblable, trouver quelqu'un qui pourra nous faire sentir plus complet qu'avant sa rencontre. Dans cette perspective, il est fort bien difficile de faire la part des choses, de catégoriser et de distinguer clairement amitié et amour, puisque tous les deux relèvent au fond d'une forme de désir. Ainsi peut-être, pour conclure ce propos, notre difficulté à faire la part des choses et à bien distinguer amitié et amour, puisque ces deux formes de relation avec autrui relèvent bien d'un désir, qui est un désir d'accomplissement mutuel, peut-être que cette difficulté à comprendre leurs différences exprime peut-être l'idée selon laquelle nos relations humaines, nos existences sont ponctuées d'imprévus, d'accros, et que ces accros, ces imprévus, ces basculements de l'un vers l'autre, etc., permettent peut-être d'exprimer ce que nos relations humaines ont de singulière et d'imprévisible. Cette alliance entre la singularité d'une relation et son caractère imprévisible forme quelque part un petit peu la valeur, ou en tout cas ce qui rend précieux nos relations avec autrui. C'est pour cela au fond que on aurait bien du mal à pouvoir se baser sur la ressemblance d'une relation avec une autre pour espérer peut-être accéder au niveau de la théorie où on pourrait de manière souveraine décider ce qui relèverait de l'amour et de l'amitié. Nos relations, tantôt stables, tantôt tumultueuses, tantôt tendres, tantôt charnelles et sensuelles, tantôt complices, tantôt intimes, ne pourront apparaître au fond dans leur vérité et apparaître comme amour ou comme amitié, peut-être seulement de manière rétrospective, où une fois la relation terminée, je pourrais peut-être être amené à comprendre si, au fond, mon rapport avec autrui relevait d'une amitié ou de l'amour.